effectivement l'ampleur de ce déploiement. On est, qu'on comprenne bien, dans cette région de Kamenka en particulier, et on va voir les images avant et après qui en témoignent. Alors voilà d'abord la carte. Expliquez bien peut-être, colonel Goya, ce qu'on voit là sur ces images. On voit la construction de bâtiments, en fait, de quoi loger, de quoi mettre en place une grande unité militaire. Et en fait, tout ça remonte effectivement à 2022. Décembre 2022, Sergueï Shoïgou, qui est encore ministre de la Défense, lance un grand plan de développement de l'armée russe. On est en pleine guerre, évidemment, en Ukraine. Mais ce qui est intéressant dans ce plan, c'est que tous les efforts, en fait, sont portés dans cette région. Et donc, on dit on va créer de nouvelles divisions, on va créer de nouvelles brigades et qu'on va déployer dans un nouveau district qui s'appelle le district de Leningrad et qui est en fait complètement dans cette région axé sur les pays de l'OTAN. Alors, la guerre a retardé en réalité ces projets, mais là, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, on a ces constructions d'infrastructures, donc pour l'instant, c'est assez vide, mais ça veut dire qu'ils anticipent qu'elles seront occupées par des unités militaires dans quelques temps. Vous ajoutez là-dessus le fait que les Russes vont envisager de reprendre les exercices Zapad à l'automne. Ça veut dire déjà qu'ils anticipent en réalité la fin de la guerre en Ukraine. Ils anticipent la fin des opérations et ils se préparent déjà pour autre chose. Et cette autre chose, étrangement, il est dans cette région. Là, Poutine a lancé une grande modification en fait, de l'organisation territoriale de l'armée de terre et des forces armées russes. Parce qu'à l'époque soviétique, en fait, il y avait une quarantaine de circonscriptions militaires. Après, sous Poutine, c'était 4. Et là, il a refait cette circonscription de Leningrad, mais aussi de Moscou. Oui. Et donc, Moscou qui couvre d'ailleurs les pays baltes, parce qu'ils sont couverts par cette circonscription. Est-ce qu'il y a même une dimension personnelle? Il faut rappeler que Vladimir Poutine est de Saint-Pétersbourg. Il est de Saint-Pétersbourg, mais il y a mieux que ça. En fait, Petrozavodsk, c'est la Carélie, c'est cette fameuse république 176 000 km² que Staline a volée en fait à la Finlande. C'était d'ailleurs la 16e république socialiste soviétique qui a combattu qui a existé jusqu'à 56, pendant 16 ans, de 40 à 56. Petrozavodsk, c'était aussi l'endroit où a été formé Andropov, s'il vous plaît, où a été aussi Patrouchev. Patrouchev, il a été responsable du FSB pendant 5 ans dans la ville de Petrozavodsk. Expliquez-nous bien ça, qu'on insiste vraiment là-dessus. C'est pour Poutine sa ville, parce que c'est là où il a grandi, c'est là où il s'est formé, c'est là où il est allé au KGB local comme vous pour dire j'aimerais bien entrer. Sa ville, elle a vraiment l'OTAN sous les fenêtres. Pour lui, ça doit être quelque chose de très particulier. La Finlande, l'Estonie, tout ça, c'est l'OTAN. Et il l'a vraiment là. Il l'a là, mais il faut quand même voir que la Finlande était un pays neutre et avec des très bonnes relations économiques et politiques avec la Russie, dont Poutine a profité quand il était un des adjoints du maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak. Et c'est en fait son agression de l'Ukraine en 2022 qui a fait peur à 2 pays scandinaves qui étaient jusque-là neutres, c'est-à-dire la Finlande et la Suède. Et ces 2 pays ont été juste de l'autre côté puisqu'ils se sont mis dans l'OTAN. Donc en fait, si la Finlande a changé de bord, c'est quand même un tout petit peu à cause grâce à lui. Voilà, à cause des mouvements inconsidérés de Vladimir Poutine. Quel est l'intérêt stratégique exactement de Kamenka, de cette région-là? Pourquoi là? Au-delà de cet aspect-là, il y a un aspect personnel, quasi psychologique, mais au-delà de ça. Non, mais c'est d'abord, on met en place toute une infrastructure pour accueillir des brigades, des divisions, des bases aériennes dans cette région. Alors dans leur esprit, c'est pour se défendre. Mais dans leur esprit aussi, on se défend en attaquant. L'exercice Zapad qui va avoir lieu, vous pouvez être sûr que le thème, ce sera une attaque. Les pays de l'OTAN se préparent à attaquer la Russie et nous prenons les devants en allant envahir l'Estonie, etc. etc. C'est toujours le même scénario et c'est toujours le même schéma. Il y a peut-être quelque chose d'important à souligner parce qu'en fait, cette république de Carélie a été annexée par l'Union soviétique, donc pris à la Finlande, et la Finlande aurait pu faire la même chose que Poutine fait dans l'est de l'Ukraine, parce que ce sont les gens qui sont les Finlandais, ils parlent la langue finlandaise. Kuusinen, qui était pendant une vingtaine d'années le secrétaire du parti au comité central, a été finlandais. Il y avait une république finlandaise, Karelo-finlandaise, jusqu'à 56, et donc Poutine a craint aussi que les Finlandais ne récupèrent, ne suivent son exemple. Et en Carélie, ils ont des velléités séparatistes, parce qu'ils ont vraiment une identité très très forte. Ils ont, comme Sergueï l'a dit, ils ont leur langue.
Prêtez l'oreille à ce que dit Cavoli. C'est pas n'importe qui, c'est le patron des troupes françaises, des troupes américaines en Europe. C'est le commandant suprême des troupes américaines en Europe. Et il est extrêmement, alarmé, alarmiste même, d'une certaine manière, sur l'état de l'armée russe, dont il dit qu'elle se développe plus rapidement qu'on ne le pensait. Ils ont des plans de modernisation et d'expansion très importants. Les Russes ont annoncé il y a environ 1 an et demi leur intention de faire passer leurs forces armées de 900 000 à 1,5 million de personnes, ce qui représente une augmentation significative, mais aussi d'établir de nouveaux commandements, en particulier avec les forces terrestres dans la partie nord-est de l'Europe et donc à la frontière de l'OTAN avec la Finlande et les pays baltes. Ils sont sur la bonne voie, mais ils ne vont pas très vite parce qu'ils consacrent beaucoup d'efforts à l'Ukraine. Nous verrons combien d'efforts ils pourront y consacrer après la guerre. Cela dépend en grande partie de la façon dont la guerre se termine. Mais ce programme de modernisation est destiné à se développer et à défier l'OTAN à ses frontières. Ouais. Et 20 secondes plus légère. Je compare les médailles là et votre obscur pins, pardon, je retire obscur, parce que je sais que c'est très important. Les troupes de marine, c'était avant l'armée américaine. Bravo, bien répondu. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme médaille ? Ah ben non, mais il en a plein. Mais d'abord, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il porte le brevet parachutiste français. Donc voilà, il est passé en France, il a fait ses sauts réglementaires pour avoir le brevet français. Après tout le reste, les hommes de sa génération, ils ont été en Irak, ils ont été en Afghanistan, ils ont fait toutes les guerres contre le terrorisme. Donc oui, il a accumulé forcément les campagnes, les expériences. Après, les Américains sont assez libéraux en termes de médailles. Hein. Comme militaire aussi capé que lui, disent ce soir, l'armée russe se rétablit et se développe plus rapidement que la plupart des analystes ne l'avaient anticipé, c'est quand même quelque chose. Oui, mais il a raison. C'est-à-dire que, oui, attention, l'armée russe, alors elle a des difficultés, bien sûr, elle a des lacunes, on en a souvent parlé, mais c'est une armée qui, d'abord, se développe numériquement, qui ensuite accumule de l'expérience. Ça, c'est peut-être le plus important. Aguerrie. Elle est aguerrie, exactement. Ses soldats sont aguerris. Elle a créé une vraie infanterie, par exemple. Elle sait maintenant monter des opérations. Alors, c'est un peu stérile, mais après un temps de régénération, de reconstitution, de réorganisation un peu de ses forces, parce que c'est quand même un peu un grand bordel actuellement, elle se rééquipe. Alors, elle produit 300 chars T-90M9. Voilà. Bon, en soi, c'est pas énorme par rapport aux pertes, mais c'est 300 de plus que la France. Une armée aguerrie, c'est très important. Vous qui êtes passionné de lettres classiques, dans la Pharsale de Lucain, il raconte que les Césariens étaient plus forts parce qu'ils avaient fait 8 ans de guerre des Gaules. Bien sûr, et que Pompée ne les avait pas fait. Mais vous avez dit, un peu plus tôt dans la soirée, le vrai thème, c'est la résurgence d'une puissance militaire à l'est de l'Europe, et même, je dirais plus, c'est la naissance d'un militarisme russe. On a souffert en Europe du militarisme prussien pendant 2 siècles, et nous, les Français, les premiers. Mais là, nous avons vraiment... Oui, c'est le bon terme, un militarisme. C'est une puissance militariste. Un militarisme russe. Et alors, si vous voulez... Staline, il a été attaqué. Même les bolcheviks ont été attaqués par les armées blanches et soutenus par les Européens, etc. Mais là, d'une société qui se militarise entièrement, ce qui n'était même pas le cas sous Khrouchtchev ou certainement pas sous Yeltsin et certainement pas au début des mandats de Poutine, ça, c'est effectivement le principal phénomène géopolitique de cette décennie. La société russe est très militarisée, justement, même dès très jeune âge, dès l'école en Russie, vraiment, il y a une très très forte propagande russe, mais il ne faut pas non plus surestimer aussi les capacités de l'armée russe actuellement, parce que dans les médias russes qu'on voit aussi, dans les vrais médias, cette propagande forte qu'on voit à la télé, il y a des cas déjà de mobilisation forcée à Saint-Pétersbourg même et à Moscou, donc il y a quand même des difficultés aussi de mobiliser tous les Russes. Ils ne peuvent pas non plus mobiliser toute la population. Par contre, il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir diplomatique de la Russie, notamment de prendre les Nord-Coréens, comme ils ont fait, de prendre les armements, et comme on voit, même le 24 avril, par exemple, il y avait justement ce missile nord-coréen qui a frappé les meubles résidentiels à Kiev, qui a causé après 10 morts. Aussi, il y a les drones iraniens
européenne. Donc ils sont quand même très forts dans cette influence diplomatique. Donc peut-être ils pourraient prendre encore des soldats d'autres pays, malheureusement. Et effectivement, l'alerte qui est donnée par les renseignements danois, qui fait même une forme d'agenda possible. Dans 6 mois, la Russie pourrait attaquer un pays limitrophe, disent-ils. Ça pourrait être effectivement la Géorgie ou des pays qui ne sont pas dans l'OTAN, la Moldavie. Dans 2 ans seulement, elle constituerait une menace pour plusieurs pays de l'OTAN. Et dans 5 ans, elle pourrait être prête à une guerre générale en Europe. Colonel. Oui, je suis assez d'accord avec ces estimations, ce qui ne veut pas dire que ça va arriver. Mais simplement, ce sont des possibilités, ce sont des menaces incontestables. Et tout dépendra aussi en partie de la manière dont sera perçue la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle sera annoncée comme une grande victoire, ce sera aussi, même si c'était pas du tout le résultat n'est pas du tout celui qui était voulu au départ, mais si c'est présenté et pensé comme une victoire, en réalité, ce sera un encouragement à aller plus loin et avec une armée qui sera encore renforcée.